Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 28e numéro d'Entre nous soit dit. Nous allons aujourd'hui aborder un problème qui finalement est peut-être le problème français numéro 1, ou en tout cas un des problèmes français numéro 1, mais dont on ne parle presque jamais. Je veux parler du problème de l'immigration, auquel a consacré son dernier ouvrage Yvan Rieufol. Yvan, bonjour. Bonjour Claude. Nous sommes effectivement maintenant en possession de votre dernier ouvrage, La fracture identitaire d'Yvan Rieufol, aux éditions Fayard. J'avais oublié Fayard, donc c'est le 4e ouvrage que vous publiez. Je cite La tyrannie de l'impudeur, La République des faux gentils et Les chroniques d'une résistance, qui reprend une grande partie de vos chroniques du Figaro. Donc les chroniques d'une résistance sont parues aux éditions du Rocher, ainsi que La République des faux gentils et La fracture identitaire paraît chez Fayard. Alors la première question est d'ordre médical, mon cher Yvan. Une fracture en médecine, c'est quelque chose qui est fait, c'est cassé, il faut réparer. Est-ce que nous sommes vraiment en France en présence d'une fracture, ou bien est-ce que c'est une fêlure? Vous connaissant votre sens des mots, votre précision, je connais d'avance la réponse. Vous n'auriez pas écrit la fracture si vous ne l'aviez pas pensé. C'est une fracture qui est visible, c'est une fracture que l'on peut voir, qui même nous crève les yeux, mais est-ce peut-être parce que nous avons les yeux crevés que précisément nous ne la voyons pas? C'est une fracture que l'on a pu voir d'abord il y a 2 ans, lorsque les émeutes de banlieue ont montré qu'il y avait naturellement un mouvement social à travers cette révolte des cités, mais pas seulement un mouvement social, sinon tous les pauvres seraient dans la rue. Donc il y avait autre chose, il y avait un mouvement en tout cas culturel, un mouvement identitaire, un malaise identitaire. Ce malaise identitaire, il est dans les banlieues comme il est aujourd'hui dans le reste de la France. C'est un malaise qui est un petit peu global, si je puis dire. Cette fracture, on a pu la voir aussi, par exemple, lors de la campagne électorale, où Nicolas Sarkozy n'a pas pu aller dans les cités. Le candidat Sarkozy n'a pas pu se rendre dans les cités. Il a été persona non grata. Cette fracture peut se voir dans le vocabulaire employé, c'est-à-dire quand vous entendez notamment les indigènes de la République, par exemple, qui estiment que la France est aujourd'hui sur son propre territoire colonisateur des populations qui sont arrivées, et quand c'est la porte-parole de ce mouvement désigne les Français d'origine européenne comme étant des sous-chiens. On entend sous-chien, on entend sous-animal. Or, elle veut dire, c'était à une émission de télévision récente, elle voulait dire en français de souche, mais elle ne s'est pas expliquée sur le terme de sous-chien. Et donc, on le voit bien que cette insulte-là, qui aurait d'ailleurs mis, j'imagine, des lignes de communiqué des antiracistes si ça avait été prononcé par quelqu'un d'autre, cette insulte-là montre bien qu'il y a de la part également d'une certaine population, mais pas de toute la population naturellement, il va falloir nuancer, mais un refus de vivre ensemble. Et donc on est déjà, dans un certain nombre de domaines, dans un séparatisme, en tout cas un séparatisme, et donc une fracture, un séparatisme ethnique, culturel, qui peut se voir dans l'école, qui peut se voir à certains niveaux, et j'en énumère un certain nombre. Alors, précisément, fracture identitaire, vous venez de décrire un des côtés de la fracture, il y en a un autre. Ce sont les Français de souche, les fameux sous-chiens, comme dit cette personne. Est-ce qu'eux aussi ressentent cette fracture ou non? Parce que finalement, c'est le fond du problème. Si ceux qui ressentent la fracture et qui se révoltent contre elle d'une manière ou d'une autre sont faciles à identifier, quelle est la réaction des Français aujourd'hui? Ils me paraissent, à moins que je me trompe, particulièrement endormis, et on se demande s'ils se réveilleront un jour pour prendre les mesures nécessaires, et on va les détailler bien sûr. Quelle est votre réponse sur ce sujet? Ils sont désarçonnés, et en même temps on sent qu'il y a malgré tout une grande inquiétude, c'est-à-dire que ce malaise identitaire que j'ai identifié depuis, je ne suis pas le seul, que j'ai identifié depuis longtemps dans mes blocs-notes, vous l'entendez dans les rues, dans les bistrots, vous l'entendez partout. Vous voyez bien que les gens, même s'ils n'arrivent pas à mettre des mots précis sur leurs pressentiments, sur leurs sentiments, ils voient bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va plus dans la manière dont la France n'ose plus s'affirmer dans sa culture, ne serait-ce que même dans sa langue. Et donc les Français ont bien ressenti qu'il y avait là quand même quelque chose d'assez dangereux. Et quand Nicolas Sarkozy, en janvier ou en février, a prononcé le mot d'identité nationale, ça a été, à mon point de vue, le déclic qui a expliqué son élection. Je pense que sinon, on aurait peut-être pu avoir Ségolène Royal. Il me semble que ça a été vraiment le point central de sa campagne. Lui-même le reconnaît.
Et il dit que s'il n'avait pas réussi à capter une partie de ses électeurs, il est vraisemblable qu'il aurait été dépassé par Ségolène Royal. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon livre avait été écrit dans cette idée de pousser un coup de gueule sur le fait que ce problème d'identité nationale n'ait pas été abordé, parce que je pensais qu'il n'allait pas être abordé lors de cette élection présidentielle. Le fait qu'il l'ait été m'a obligé à un petit peu chambouler l'architecture du livre. Mais c'est un problème qui est latent et qui n'a été abordé que très récemment. Et à mon sens, il a été donc bien abordé. Enfin, le mot juste a été émis, ce qui est déjà une bonne chose, c'est-à-dire c'est bien un problème d'identité, mais maintenant j'estime que le gouvernement Sarkozy pour l'instant reste malgré tout dans l'écume des événements, l'écume des choses, et ne va pas au fond du problème. Vous dites d'ailleurs, à propos de ce discours, on ne saurait dire plus, sauf par des actes. Voilà, maintenant on attend des actes, mais il faut également malgré tout s'accorder sur le diagnostic. Et le diagnostic, je vous entendais dans votre introduction en disant le diagnostic c'est l'immigration. Excusez-moi de vous dire, c'est pas seulement l'immigration. C'est-à-dire que l'immigration en elle-même n'est pas. Je vais reprendre un concept, mais c'est vrai que l'immigration a été une chance pour la France, malgré tout, au 19e et au 20e siècle, où toute l'immigration européenne a amené des Italiens, genre l'immigration actuelle. L'immigration actuelle, telle que l'on connaît, qui s'est parfaitement mêlée et assimilée à la culture d'accueil, l'immigration et qui fait même des Français qui sont encore plus farouchement français que d'autres. Regardez comment Alef Finkielkraut, par exemple, venu de Pologne, défend la culture française, et bon, excusez-moi. Et donc tout cela était évidemment très, très réjouissant. Non, mais le problème qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes d'abord responsables, nous-mêmes Français, qui sommes d'abord responsables de notre propre malaise identitaire. Et quand je dis nous-mêmes, c'est plus particulièrement la manière dont l'éducation nationale, dont l'école, depuis maintenant longtemps, a renoncé à transmettre une culture commune, a renoncé à transmettre notre histoire. Vous savez, il y a un sondage très récent du Haut Conseil de l'Éducation nationale qui a montré que 40%, c'est un chiffre énorme, 40%, c'est-à-dire 300 000 enfants sortaient de primaire sans maîtriser ou en maîtrisant mal la lecture, le calcul, l'écriture, donc des enfants qui ne seront pas assimilés à la culture d'accueil. Ce que ne disait pas cette enquête, où elle le disait à demi-mot, mais les rédacteurs le disaient dans des interviews, et je les ai entendus, c'est que ces 40% d'enfants sortant de l'école maternelle, de l'école primaire sans fondamentaux, étaient naturellement des enfants des cités. Donc l'école assigne les enfants des cités à leurs conditions d'enfants de cité, en leur rendant quasiment impossible une progression qui était celle de l'école républicaine de jadis, qui a promu des Péguy, des Camus, etc. Il y a certainement des Péguy et des Camus dans les cités, mais l'école les assigne à résidence, si je puis dire, et ça c'est absolument insupportable. Et donc il faut prendre conscience notamment de cela, mais également aussi si je puis dire, de la perversité de cette idéologie qui est celle qui tient lieu de discours commun depuis des dizaines d'années aussi, qui est celle du multiculturalisme. Alors on a dit ça en disant c'est le métissage des cultures, ce qui est plus sympathique et où tout le monde se dit que dans le fond, effectivement, le métissage des cultures c'est quelque chose de formidable et ça l'est, sauf que quand vous analysez cette dialectique-là, qui est celle qui cohabite avec l'antiracisme, vous vous rendez compte que c'est une idéologie qui impose à la culture d'accueil, à la culture française en l'occurrence, de ne pas prétendre à la suprématie face aux nouvelles cultures qui arrivent. Donc que la culture d'accueil est amenée à laisser place, en tout cas une place égale, aux autres cultures. Et donc ce multiculturalisme-là, qui s'additionne et qui empêche d'avoir, si vous voulez, une sorte de culture fédérale, comme l'ont les États-Unis, qui ont un multiculturalisme, enfin, mais qui est fédéré par un sentiment national commun, cette culture-là pousse à l'évidence, à l'éclatement des communautés, à la surenchère des identités, au séparatisme, dont on voit les prémices, mais si vous tracez une ligne d'ici 2 ou 3 générations, en tout cas une longue vie d'homme, vous vous rendez compte que nous nous acheminons vers une sorte de phénomène de balkanisation, un phénomène de libanisation de la France, si nous n'y prenons garde. Et donc il faut bien analyser déjà les sujets de cette fracture-là avant de pouvoir y répondre. Alors précisément, revenons sur le mot d'immigration. C'est évident que la fracture tient non pas au phénomène d'immigration en général, mais à une immigration particulière qui est tout simplement
celle qui est issue de civilisations étant pour la plupart des civilisations de l'islam, qu'elles soient d'Afrique du Nord ou subsaharienne, et c'est donc la difficulté qu'il y a à intégrer, pour ne pas parler d'assimilation, ces populations qui posent un énorme problème à la France actuellement. Bon, il est bien évident qu'il faut se garder de toute généralisation abusive. Il n'est pas question de dire que quelqu'un qui est musulman ne peut en aucune manière s'assimiler ou en tout cas s'intégrer, mais il se trouve que quand un phénomène devient massif, et il se trouve que c'est le cas actuellement, eh bien on est face à des problèmes qui sont très difficiles à résoudre. Alors ce sur quoi il faudrait quand même s'entendre, non pas forcément entre nous, parce que je ne vois pas de grande divergence en ce qui concerne l'appréciation que vous portez dans votre ouvrage, mais entre Français, c'est sur un problème fondamental que je n'ai personnellement jamais réussi à introduire dans le débat. J'ai pourtant essayé bien des fois. Je voulais qu'on essaye entre Français, et même entre non-Français, éventuellement tout le monde a le droit de participer au débat, de dire si la France a besoin d'une immigration ou pas, c'est quand même un problème de caractère presque scientifique, et deuxièmement, en admettant qu'il en faille une et qu'elle soit d'un certain niveau, jusqu'où peut-on aller? À ces deux questions, je me suis heurté toujours de la part de vos confrères, et de mes confrères également, puisque je fais du journalisme, à un silence gêné, on ne veut pas répondre. Alors, il y a bien des gens qui, de temps en temps, et vous le citez dans votre livre, nous expliquent que la France a besoin d'immigrer. Les Nations Unies nous expliquent que dans les 50 ans, il va falloir 1,3 milliard d'immigrants en Europe. Enfin, bon, tout ça, c'est plutôt de la pensée magique. Je ne vois rien de concret là-dedans, ni d'explicatif. Alors, est-ce que de votre côté, vous avez eu plus de chance? Est-ce que vous avez réussi à introduire ce genre de débat, hormis par vous-même? Mais non, il y a encore deux tabous infranchissables en France. Ce sont effectivement l'islam d'un côté et l'immigration de l'autre. Et les deux vont naturellement de pair. Et sur l'immigration, vous ne pouvez pas soutenir ce qui serait d'ailleurs le bon sens aujourd'hui, à voir la difficulté qu'ont les nouvelles populations à s'intégrer, de soutenir ne serait-ce que le fait de faire une pause, de dire il faut prendre le temps au moins de se consacrer en urgence à ces populations nouvelles qui n'arrivent pas à s'intégrer, en attendant que d'autres reviennent et qu'on repense l'immigration. Vous savez, il y a quand même 300 000 personnes, à peu près 300 000 personnes qui rentrent chaque année en France. Sur les chiffres officiels, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 200 000 personnes qui rentrent officiellement, et maintenant, c'était 100 000 personnes, 100 000 clandestins, évidemment, c'est toujours très difficile à savoir s'ils sont clandestins ou pas, parce que par définition, on ne les voit pas. Enfin, au doigt mouillé, c'était maintenant un peu moins de 100 000 clandestins, donc vous avez 300 000 personnes qui arrivent chaque année, ce sont d'une immigration majoritairement maghrébine, enfin à 65%, familiale, très peu de l'immigration économique, et donc ce sont des gens qui viennent qui demandent naturellement des logements, etc., etc. Et donc on voit bien que la France ne peut plus, elle est submergée. Vous avez des sans-logis maintenant rue de la Banque qui sont là depuis maintenant des jours et des jours. Elle est submergée par une demande à laquelle elle n'arrive pas à répondre. Donc la logique voudrait que l'on se dise stoppons au moins un minimum sans remettre en cause l'immigration, stoppons pour essayer d'intégrer. Vous ne pouvez pas tenir cette logique-là. Non seulement vous ne pouvez pas la tenir, mais en plus vous avez toute une architecture de désinformation officielle sur ce qu'est l'immigration, et j'en ai un chapitre dans mon livre, où l'INSEE lui-même, l'Institut de la statistique, participe avec l'INED à cette désinformation-là, en ayant soutenu à un moment donné, maintenant ils sont revenus à des données plus convenables, et en ayant soutenu à un moment donné que la France n'était pas un pays d'immigration massive, etc., etc. Donc on essaye de faire croire aux gens que le problème d'immigration n'est pas un problème et que la France ne connaît pas une immigration plus importante que d'autres pays et que l'islam n'est naturellement pas non plus un problème non plus, puisque l'islam est une religion de paix et de tolérance, et donc que là où les gens devinent des difficultés, on est en train de leur dire que ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils voient, et donc ça s'ajoute naturellement à la grande incompréhension, au grand malaise et au grand désespoir, parce qu'il y a une sorte de sentiment d'abandon maintenant d'un certain nombre de Français, avec des risques de repli sur soi et des risques, voire même des risques xénophobes, parce qu'il faut bien maintenant appeler les choses par le nom. Vous voyez par exemple en Italie, l'Italie c'est en train c'était hier ou avant-hier, est en train de s'en prendre aux tziganes, qui sont maintenant le bouc émissaire du malaise identitaire des Italiens, mais en plus c'est mené par un gouvernement centre-gauche, de Romano Prodi. Enfin, c'est absolument insupportable que de désigner une communauté ethnique en disant voilà, les malheurs de l'Italie, ce sont les tziganes, ce qui nous fait penser à ce qu'on a pu entendre, durant
Deuxième Guerre mondiale avec ces tracts qui étaient faits aux tziganes. Non, ce ne sont pas les tziganes qui font le malheur de l'Italie ou qui feraient le malheur de la France. C'est ce fait qu'on ne veuille pas analyser cette pression migratoire de pays effectivement de culture musulmane et qui, déracinés et en France et en Italie, sont repris en main, si je puis dire, par une idéologie islamiste qui, elle, pose de vrais problèmes. Et c'est bien de cela aussi qu'il faudrait parler dans ce livre. Oui, c'est-à-dire que les tziganes ne sont évidemment pas musulmans, mais encore que certains puissent l'être, mais il est vrai que le phénomène migratoire dans son ensemble pose le problème tel que vous venez de le décrire. Et en effet, en Italie, ce qui est tout à fait frappant, d'ailleurs Le Monde a eu un éditorial hier qui était, j'allais dire, presque amusant, même si le sujet ne prête pas à rire. Il disait, dans une sorte de truisme à la façon du Monde, que ça n'est pas c'est au problème des Roms qu'il faut s'en prendre et non pas aux Roms eux-mêmes, bien sûr, mais Rome n'est plus dans Rome que disait l'autre. Mais en réalité, bon, ils auraient dû dire il faut s'en prendre au problème migratoire d'une façon générale. Et à ce moment-là, on rejoint votre propos. Effectivement, si on n'a pas une vision globale du problème de l'immigration, on n'a pas la moindre chance de résoudre cela et on retombe dans le bouc émissaire qui souvent se prête assez volontiers à ce rôle. Il faut quand même reconnaître qu'un afflux particulièrement important, je ne sais pas pourquoi autant de Roms se sont réfugiés ou se sont dirigés vers l'Italie. Il y en a plus de 500 000 d'après ce que j'ai lu. Et effectivement, il pose un certain nombre de problèmes. Mais on a vu avant, dans la ville de Parme, si je me souviens bien, ou à moins que ce ne soit une autre, ce fameux mur, vous vous souvenez, qui a été édifié autour de certains quartiers, autour d'un quartier qui d'ailleurs hébergeait des immigrés qui se livraient à des trafics de drogue, à des batailles pour la conquête du territoire, etc. etc. Donc l'Italie, qui est à la fois un pays qui vient il y a peu de temps de régulariser 700 000 immigrés, est aussi celui qui aujourd'hui, sous un gouvernement de centre-gauche, vous l'avez rappelé, est en train de prendre des mesures d'éloignement, il n'y a pas d'autre mot, et qui aujourd'hui paraissent presque violentes par rapport à ce qui était la situation un peu avant. Alors, oui, mais ce que je voulais dire aussi par là, par le fait que l'on désigne une communauté ethnique minoritaire, les Roms, dans les Tziganes, qui ont effectivement, sans doute, on peut porter des griefs à leur culture, mais c'est pour déguiser le fait que, et on l'a appris ce matin, le gouvernement Prodi va expulser également maintenant des imams. Mais simplement, quand vous expulsez des imams, vous êtes immédiatement soupçonné de vouloir mener une guerre contre l'islam. Et alors là, vous tombez sur un terrain très dangereux. Donc j'imagine que le raisonnement qui a été tenu par le gouvernement italien a été de dire on va d'abord s'en prendre aux tziganes pour montrer qu'ensuite on pourra s'en prendre aux imams. Mais il n'y a pas, c'est pas parce que je ne vais pas défendre les tziganes pour autant, mais enfin, en l'occurrence, les tziganes payent parce qu'il y a un tzigane qui a tué une italienne. Enfin, bon, si on se met maintenant à expulser toutes les communautés qui ont tué quelqu'un, enfin, on n'en sortirait pas. Donc il y a là une grande hypocrisie, une grande lâcheté, me semble-t-il, du discours qui empêche de désigner quel est en fait le véritable danger. Et pour moi, le véritable danger aujourd'hui, c'est pas tant l'immigration, c'est effectivement cette récupération par l'islam politique d'un sentiment d'abandon que l'on peut très bien comprendre de populations qui se sentent aujourd'hui déracinées. C'est pour ça qu'il faut, dans mon esprit, il faut vraiment revoir totalement cette affaire d'immigration. Et je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que je suis pour une immigration zéro, parce que ça ne voudrait rien dire naturellement. On ne peut pas être une mer qui monte avec ses mains. On a bien compris que la France doit vivre dans une mondialisation. Mais il faut que, étant appelée, enfin la communauté française étant appelée à vivre dans cette mondialisation, il faut qu'elle se retrouve elle-même dans son identité, dans son histoire, et qu'elle n'ait pas honte d'affirmer ses propres valeurs. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que ça fait partie des solutions que je propose, mais d'ores et déjà, peut-être faudrait-il également envisager le fait que cette immigration, alors j'émets un paradoxe, mais dans le raisonnement il tient en tout cas, c'est que cette immigration soit plus libre, si vous voulez, d'aller et venir, parce que pour l'instant, et l'Europe et la France sont des sortes de citadelles, c'est-à-dire qu'une fois que l'immigré a réussi à franchir les obstacles, il n'a qu'un intérêt, c'est à y rester, à y faire venir sa famille et à y prendre la nationalité, même s'il préférerait, j'imagine, retrouver ses racines lui aussi et revenir très régulièrement au pays. Je pense que le système serait plus, en tout cas, répondrait davantage aux attentes aux attentes humaines des immigrés que de leur permettre de venir seuls en laissant leur famille chez eux au pays
pour y travailler, éventuellement s'ils ont y travaillé, y revenir tous les 15 jours, etc. Enfin, faire à des flux et des reflux qui me paraîtraient plus normaux que cette obligation qu'ont maintenant les immigrés, presque, et ce sera une des propositions que je fais, à prendre la nationalité française pour être sûr de pouvoir rester ici, alors que très souvent, ils ne se reconnaissent pas dans la culture française. Voilà, c'est ce paradoxe-là qui me fait dire qu'il faut tout repenser à plat et ne plus avoir aucun tabou, en tout cas, sur cette immigration. Alors, précisément, il y a une certaine contradiction apparente, mais elle n'est qu'apparente dans votre discours, parce que vous dites à la fois que vous êtes plus favorable à une certaine circulation de l'immigration. Bon, j'ai bien compris qu'il s'agit d'une circulation de caractère limité et encadré, mais en même temps, il faut bien reconnaître, et vous le dites vous-même dans le livre, si on ne prend pas de mesures restrictives à l'immigration, de quelque nature qu'elle soit, et si on n'accepte pas l'idée qu'un immigré n'a pas forcément tous les droits dès qu'il arrive dans un pays, la France en particulier, on se trouve face à une impossibilité. Donc la grande contradiction, qui ne réside pas dans votre discours, mais qui réside dans les faits, elle est là. C'est-à-dire comment faire à la fois pour libéraliser, si je puis dire, la circulation dans les deux sens. Alors, la réponse que vous apportez, je ne sais pas si elle sera suivie par beaucoup de gens en France, moi personnellement je la trouve très séduisante, c'est que quelqu'un qui vient en France n'a pas forcément tous les droits. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller vraiment dans ce sens? Qu'est-ce qui s'y oppose? C'est ça. Ma contradiction j'ai une contradiction, c'est vrai, mais je l'assume, c'est-à-dire, elle est de dire que, dans l'idéal, ce serait, je me répète, de dire que pour l'instant, il faudrait stopper dans l'immédiat l'immigration pour que l'on prenne le temps de réfléchir aux mesures que je propose, mais que dans l'avenir, cette immigration devrait être fluidifiée si ces mesures que je propose ont été prises. Les mesures que je propose, en quelques mots, elles sont de dire, pour l'essentiel, que celui qui veut s'installer, qui veut entrer dans la communauté française est le bienvenu, mais il a l'obligation, dans ce cas-là, de se plier à un certain nombre de règles et à un code d'usage, à un code de conduite, à un pacte républicain qui lui impose d'accepter, peut-être pas l'histoire française. Je crois qu'il faut que la France renonce à assimiler, comme elle a pu assimiler les précédentes immigrations européennes, où les gens arrivaient en oubliant jusqu'à leur histoire. Là, les cultures sont trop différentes pour demander cet oubli-là, mais en tout cas, ce que ces cultures, et notamment la culture musulmane, qui dans ses fondamentaux est totalement incompatible, la charia est incompatible avec une démocratie occidentale, dans toutes ses règles. Il n'y a pas une règle qui concorde, que ce soit sur l'égalité entre l'homme et la femme, que ce soit sur la liberté de penser, que ce soit sur la laïcité, sur la séparation de l'Église et du spirituel et du temporel, rien ne concorde. Et même sur la liberté économique. Sur la liberté économique, sur le libéralisme, rien ne concorde. Donc il faut à tout le moins et tout le monde peut comprendre ça, qu'un immigrant venu d'une culture musulmane, s'il veut venir dans une culture occidentale, accepte les règles de la culture occidentale et non pas l'inverse. Pour l'instant, c'est l'inverse qui est demandé. Il est demandé à la France de s'islamiser, d'accepter, etc. Donc, moi, je demande effectivement à ce que l'on supprime le droit du sol qui donne une nationalité quasiment automatique à celui qui est né en France, pour peu qu'il ait passé quelques années en France. Et il n'a même pas besoin de demander cette nationalité-là. Et donc ça fait des Français qui ne se reconnaissent pas français. On pourra peut-être y revenir, mais c'est quand même ça aussi le drame de l'identité française. C'est-à-dire que vous avez des Français qui ont la carte d'identité française et qui pensent que ça suffit d'avoir une identité française. Mais on voit bien que c'est naturellement totalement insuffisant. Et donc je pense qu'il faudrait supprimer ce droit du sol, non pas pour revenir au droit du sang. Naturellement, j'entends déjà ceux qui crieraient à la xénophobie, etc., mais pour revenir au droit de la volonté, qui était un droit qui avait été admis par le Code révolutionnaire de 1789, qui n'avait pas... Donc à la naturalisation, en fait. C'est-à-dire, c'est un droit c'est le droit de la volonté, c'est-à-dire c'est le droit c'est le demandeur de nationalité qui fait la démarche de dire je veux expressément, parce que j'aime la France, parce que j'aime vos coutumes, j'aime vos règles, je veux et je m'engage à respecter ces règles-là. Et donc il faudrait que rien ne... Je vois pas très bien ce qui empêcherait les candidats à l'immigration de venir en France dans cet état d'esprit-là, ce qui permettrait aux autres de s'assumer dans leur statut d'étranger. Étranger, c'est pas un gros mot, étranger. Pour l'instant, étranger, dès qu'on dit étranger, on a l'impression de dire un gros, mais non, étranger, c'est même formidable. C'est le respect des différences, c'est celui qu'on accueille, c'est celui qui n'est pas obligé de se plier à toutes nos règles. L'étranger peut très bien rester dans sa culture tout en venant ici et en allant et venant. Et donc voilà ma vision, si je puis dire, si j'en ai une,
de l'immigration pourrait être celle-ci, c'est-à-dire de ressouder le pacte républicain. On nous casse les oreilles avec ce pacte écologique sur des menaces qui sont tout à fait éventuelles, puisque même les scientifiques oui, ne sont pas d'accord sur la pertinence des menaces. Et là, je trouve que le pacte républicain serait autrement plus urgent et autrement plus efficace, et qui consisterait à dire, voilà la liste des mesures sur lesquelles l'État demande allégeance, demande obligation de respect. Et alors, ceux qui ne le demanderaient pas n'auraient pas vocation à... Alors, il y a quand même un obstacle sérieux à vos propositions, qui me paraissent, j'allais dire, presque de simple bon sens, en tout cas un bon sens cultivé, c'est que ceux qui s'y opposent systématiquement et à quoi que ce soit. C'est non à tout et jamais. Donc c'est là le véritable problème que nous avons en France, parce que s'il y avait un véritable débat avec une majorité, une minorité, ben on se plierait à l'avis de la majorité s'il a été décidé de manière démocratique. Mais là, on n'est plus du tout dans ce débat-là, on est dans le domaine vraiment du tabou, de la religion, et c'est précisément ce qui rend le débat particulièrement difficile. Donc je vous propose que nous marquions la pause technique habituelle et que nous consacrions le début de la deuxième partie à ce débat précisément. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Nous nous retrouvons donc sur le plateau d'Entre nous soit dit avec notre invité Yvan Rioufol. Yvan Rioufol qui vient de publier aux éditions Fayard un ouvrage vraiment essentiel, La fracture identitaire, qui est un ouvrage consacré à un des phénomènes marquants de la société française actuelle, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a pour les Français à faire face à l'irruption d'un nombre sans cesse croissant d'immigrés. Quand je dis sans cesse croissant, je rappelle le chiffre qu'avançait tout à l'heure Yvan Rioufol, 300 000 nouvelles arrivées chaque année, et encore est-ce un chiffre qui, d'après les experts, ne tient pas compte des enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, on est probablement plus près de 350 000 ou 400 000 que de 300 000. Enfin, bon, admettons même déjà 300 000, c'est très très important. Et alors, à ce propos, je ne sais pas si vous avez été attentif à cette affaire des cantines de Lyon. Moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai noté dans plusieurs articles de presse qu'à Lyon, on avait décidé de faire des menus particuliers en raison du nombre important d'enfants qui refusaient le porc, et ils étaient plus de 30%. Alors, il y a deux religions qui refusent le porc, c'est la religion juive et la religion musulmane. Le nombre de juifs n'est pas suffisant pour justifier un tel pourcentage. Donc il y a à Lyon, et je dis bien à Lyon centre, il ne s'agit pas de la banlieue lyonnaise, c'est un chiffre important, plus de 30% d'enfants qui vraisemblablement non seulement sont musulmans, mais qui respectent les règles alimentaires de la religion musulmane. De temps en temps, on a comme ça un chiffre qui sort et qui vient démentir les chiffres officiels. Et là, on revient à ce que vous avez développé au cours de la première partie. Alors, pour ce qui concerne le débat actuel, vous dites dans le livre très clairement, nous ne sommes pas en face d'un débat normal, nous sommes dans un débat religieux. Alors pourquoi religieux? Est-ce que c'est le fait que la religion originelle de notre pays, la religion chrétienne, catholique, protestante, recule, puisque vous citez un chiffre dans le livre, 22 000 prêtres qui vont passer à 5-6 000 dans quelques années, en peu de temps. Rappelons quand même que la France, c'est le pays des 36 000 paroisses. 22 000, c'est-à-dire qu'il y a des paroisses qui n'ont plus de prêtres, tout le monde le sait. Est-ce que ça n'est pas finalement le reflux général du sentiment religieux qui le fait se diriger vers autre chose? Je ne saurais vous analyser ça de la manière dont vous voulez que je le fasse, parce que là, je n'ai pas les éléments. Mais il est vrai que nous sommes devant des processus ajoutés de déculturation d'un côté et de défrancisation de l'autre. Et tout cela, et évidemment, l'Église participe à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il est affolant de voir que on détruit des églises alors qu'on construit, on ne cesse de construire des mosquées. Et donc, ne serait-ce que ce fait-là devrait être, et sera d'ailleurs peut-être un élément de perturbateur en tout cas, mais un élément de réveil de la conscience religieuse chez les chrétiens. Et j'observe d'ailleurs en fin de livre, je donne quelques indices qui montrent que cette déchristianisation, qui est un fait indéniable à travers tout la prêtrise, les enfants baptisés qui ne le sont plus, etc. Et les observateurs, que je ne suis pas un observateur du fait religieux particulièrement, enfin ça m'intéresse, mais je ne reprends que des observations d'autrui, montrent qu'ils ressentent, ils sentent que, alors sans doute à cause de cet exemple, d'ailleurs
tout à fait respectable de dévotion des musulmans. Ils sont 80% à faire le ramadan pour une population dont on dit qu'elle s'est sécularisée et laïcisée, parce que c'est aussi le discours qui est tenu sur les musulmans en France. Bon, on voit bien que c'est quand même, ça ne correspond pas, malgré tout, pas totalement à ce que l'on voit dans leur pratique alimentaire, vous l'avez rappelé, mais également dans leur respect des rites. Et pourquoi pas? Et donc, je trouve que peut-être donne-t-il l'exemple là d'un retour aux faits religieux. C'est bien possible. Sauf que quand vous analysez l'islam, vous analysez naturellement la religion, sur laquelle je ne porte pas de jugement, que je respecte comme une autre, mais vous analysez aussi la doctrine politique. Et là, c'est beaucoup plus dangereux, parce que l'islam, c'est pour ça que l'islam est difficilement abordable en tant que religion, parce qu'elle n'est pas qu'une religion. Enfin, elle devrait être, je voudrais qu'elle ne soit qu'une religion, naturellement, dans une société occidentale et laïque. Et c'est en fait le but de ce livre, c'est de dire qu'il faut davantage écouter les musulmans laïcs, républicains, et il y en a énormément qui ont accepté les règles de notre démocratie et de la séparation des pouvoirs. Mais il faut voir que cet islam politique est un islam qui commence à être porté par des discours très ambigus de musulmans qui se disent modérés, qui en fait poussent à la réislamisation de leur communauté. Encore une fois, on ne peut pas leur reprocher non plus. Ce n'est pas un crime que de vouloir également aller à la source de son identité quand on est musulman. Je peux comprendre ces raisonnements-là, mais je ne les comprends pas, je ne les comprends plus quand il s'agit d'imposer des normes dans un pays qui vous a accueilli et d'essayer de tirer profit de faiblesses culturelles et de faiblesses identitaires évidentes. Et je reviens à ma précédente remarque. Notre faiblesse à nous, s'il y a un coupable, ce ne sont pas les islamistes en l'occurrence, qui le sont, ce sont nous-mêmes qui ne savons plus nous défendre notre propre culture et qui, par cet appel du vide, amènent une autre culture à vouloir prendre la place. Et en fait, on est un petit peu dans cette situation-là, et s'il n'y a pas un réveil, un sursaut sur... et je crois beaucoup à ce sursaut-là, un sursaut de la communauté européenne, la communauté française d'origine européenne, d'origine chrétienne, sur les fondamentaux de leur propre culture. S'il n'y a pas ce sursaut-là, effectivement, l'Europe et la France risquent d'être islamisées avant la fin de ce siècle, comme l'a prédit l'islamologue Bernard Lewis. Mais mon livre est pour dire qu'il y a la place pour un sursaut, et je pense qu'à travers, ne serait-ce qu'à travers l'élection de Sarkozy, qui a montré, ou à travers le non-référendum, les Français ont montré qu'ils étaient attachés à leur nation, à leur patrie. Donc, dans patrie, il y a pater, il y a famille, donc à leurs racines. Mais en même temps, c'est un phénomène qui risque de s'épuiser très vite, parce que, effectivement, comme l'école ne transmet plus fondamentalement les valeurs, les cultures, et comme l'Église elle-même, par sa faute aussi, parce qu'il faudrait aussi peut-être remettre en cause certaines politiques des évêques trop complaisantes, ont aussi donné du lest à leurs propres valeurs et en donnant cours aux critiques. Bon, tout cela a fait que la France est devenue trop bonne fille, si je puis dire, et il serait temps qu'elle sorte ses griffes. D'ailleurs, c'est un terme que je reprends de Elie Barnavi, qui avait fait un très bon livre sur les religions, et qui nous dit ça, Elie Barnavi, donc un ambassadeur de France en Israël, et qui, lui, par sa vision d'un Israélien, sait très bien ce que veut dire une confrontation entre une culture qui n'est pas assimilable à l'islamisme. Et donc, il voit très bien quels sont nos dangers, quelles sont nos faiblesses. Et nos faiblesses, il les analyse très bien en disant qu'effectivement, nous avons aujourd'hui à apprendre, il dit même, vous avez à apprendre à faire la guerre, mais il ne dit pas à sortir les armes, mais à vous battre sur vos propres valeurs et à imposer à ceux qui voudraient vous chasser de votre propre territoire, comme ceux qui prétendent que la France est aujourd'hui colonisateur sur son propre territoire, ce qui veut dire que les populations nouvellement arrivées ont des droits supérieurs à ce qu'aurait la population qu'on ne tolère plus en tout cas tous ces discours-là. Et donc moi je crois beaucoup à ce réveil-là. Ce que je crains en revanche, c'est que ce réveil ne se fasse brutalement à travers des motivations racistes et xénophobes. Et donc
pour ça qu'il y a urgence à débattre. Et donc vous parliez de débat, et mon livre cherche à ouvrir le débat, un débat apaisé, à ouvrir le débat sur cette question-là, cette question inabordable. Et pour moi, l'idéal serait que ce débat soit mené par la droite et par la gauche, et pas un débat qui appartient à la droite. En l'occurrence, j'ose penser que ce livre aurait pu être, je suis de droite, mais j'ose penser qu'il aurait pu être écrit par quelqu'un de gauche. Et vous avez beaucoup d'intellectuels de gauche, Finkielkraut, Glucksmann, Max Gallo, qui apportent heureusement des contrepoids à ce qui pourrait être une récupération par l'extrême droite. Et on tombe aussi, parce que si vous tombez dans ces propos-là, dans le nationalisme, le racisme et la xénophobie, vous êtes perdu. Mais il ne faut pas que ce risque-là vous empêche de parler en même temps d'immigration, de nation et d'islam. Voilà, nous sommes sur une ligne de crête, et c'est pour ça que j'appelle à un débat apaisé, où toutes les identités politiques, cette fois-ci, seraient amenées à participer. Alors, deux observations. La première, un débat apaisé, oui, bien sûr, c'est le débat idéal. Mais est-il possible? C'est quand même difficile. Deuxièmement, échec également, jusqu'à présent, des pétitions de principe assez dures. On a vu un recul très net à l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen et du Front National aux élections législatives qui ont suivi. On a vu un échec de Philippe de Villiers qui avait pris quand même pour emblème de sa campagne les problèmes de l'islamisation. Donc là encore, cet échec est-il définitif ou pas, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette voie-là, pour l'instant, semble ne pas vouloir être empruntée par les Français. Mais d'un autre côté, le débat apaisé n'a pas lieu non plus. Vous essayez de l'ouvrir, et avec talent et avec beaucoup de persuasion, mais au fond, si vous débattez avec vous-même, c'est pas un débat qui va nous faire avancer beaucoup. Donc, je me demande si nous ne sommes pas au fond encore sur une ligne de crête. On ne sait pas très bien de quel côté on va basculer. D'ailleurs, vous ne l'excluez pas dans votre livre. Vous n'excluez pas qu'à un moment, et vous le dites, la population finisse par se révolter. Et vous citez l'exemple de l'Algérie, où les Français, après 130 ans de colonisation, en bien et en mal, il faut dire qu'il y a eu du bien aussi, ont été éjectés, puis d'autres pays, etc., où ça s'est passé. Donc, c'est vraiment un sentiment de ligne de crête, moi, qui me frappe. Mais oui, mais on en parlait tout à l'heure de ce qui se passe en Italie. Vous voyez ce qui se passe aussi en Suisse, ou ce qui se passe maintenant en Hollande, où la population est en train de se recroqueviller sur elle-même, de rejeter les autres, d'avoir des sentiments franchement xénophobes, avec peut-être même qui pourraient déboucher. D'ailleurs, je cite un élu de Vénissieux, André Gérin, qui dit « Attention, nous sommes sur une poudrière et je vous annonce, moi, des guerres civiles ». Un élu communiste qui parle des banlieues. Donc, il faut bien voir tout ça. Et donc, il ne s'agit pas il faut pas se cacher derrière son petit doigt, on n'a plus le temps pour ça. Parce que maintenant, c'est vrai que le temps presse, et que si dans les 10 ans qui viennent, nous n'avons pas réussi à analyser ce qui nous menace, et nous n'avons pas réussi à faire ce choix de société que je propose, c'est-à-dire de rejeter cette société du métissage culturel à la mode pour en revenir à une société construite sur ce pacte républicain qui préserve la nation. Si on n'arrive pas à... Il y a peut-être d'autres solutions, enfin c'est celle-ci que je propose moi dans le débat. Si on n'arrive pas en tout cas à débattre de cela, effectivement dans 10 ans nous serons balayés par ce qui est pour l'instant le vent dominant, et qui est une immigration sans frein, une islamisation progressive des banlieues et une déchristianisation, une déculturation de la culture d'accueil. Et si vous additionnez tout ça, tout ce qui se voit aujourd'hui, tout ce qui se mesure, hélas, à travers les églises vides, à travers l'école qui n'enseigne plus, qui ne transmet plus, à travers tous ces paramètres qui pourraient presque être mesurés avec un décamètre, je ne sais pas ce qu'on peut dire, un double décimètre. Eh bien, si on ne veut pas discuter de cela parce qu'on considère que ces sujets sont encore trop tabous, trop dangereux, alors là, oui, effectivement, la culture française peut disparaître, peut se dissoudre, et la France les Français deviendront des Franciens, c'est-à-dire ce seront des gens qui habiteront en France, mais qui ne se reconnaîtront plus, en tout cas, dans nos 2000 ans de culture que nous-mêmes portons et admirons. En tout cas, je parle pour beaucoup de Français. Alors, en ce qui concerne les civilisations, nous savons bien depuis Valéry qu'elles sont mortelles, et on savait même avant lui. Cependant, elles résistent beaucoup. Et contrairement à ce que croient certains qui nous abreuvent
de propos pessimistes sur les Français qui veulent rester français, sur l'attachement qu'on peut avoir à sa culture. Je crois qu'en réalité, les gens ils sont profondément attachés, et je dirais même d'autant plus qu'ils ont un niveau culturel moins élevé. Parce que Jaurès le disait lui-même, à propos de la patrie, les pauvres n'ont que ça. Donc, à la culture, le sens de l'identité de son pays, les pauvres n'ont que ça aussi. Donc ça aussi, c'est un élément que ceux qui ne partagent pas nos vues ont tendance à négliger. Je crois qu'ils se trompent. Mais il n'empêche, et vous citez Hannah Arendt dans votre livre, pour avoir un débat, il faut encore avoir accès à des faits, et que ces faits soient suffisamment établis pour qu'on n'ait pas en permanence à les nier. Or, nous en sommes très loin, puisque vous rappeliez tout à l'heure les publications de l'INSEE ou de l'INED, et puis il y en a beaucoup d'autres, nous sommes dans le domaine de l'intoxication permanente. Alors évidemment, quand on essaye d'apporter des faits, on se heurte à un grand silence. Les faits gênent beaucoup ceux qui estiment que ces faits ne vont pas dans leur sens. Mais en attendant, ils n'acceptent pas d'ouvrir le débat. Et on se trouve face à un véritable édredon. On ne peut plus avancer dans le domaine des faits. Alors c'est là qu'on en vient au problème des médias. Finalement, quel est l'accès de la plupart des gens aux faits, aux chiffres, aux idées? Ce sont les médias, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. Il y a même beaucoup de Français, je crois, qui n'ont pour seule source d'information que la télévision. De ce point de vue-là, ils n'ont peut-être pas forcément à se féliciter toujours. Quant aux médias écrits, qui font quand même beaucoup mieux leur travail, il est vrai qu'ils disposent de plus de surface, ils n'ont pas non plus, eux non plus, cette rigueur. Alors, est-ce que, vous savez que je suis sans grande tendresse pour les médias, même si j'aime beaucoup les journalistes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps que les journalistes balayent un peu devant leur porte? Alors, ce n'est pas une pierre de votre jardin, mais c'est une remarque. Oui, oui, mais vous savez, moi je suis le premier à déplorer, je le déplore à longueur de temps, le manque de curiosité de ma profession, qui est en l'occurrence accablant sur ces questions-là, sur la question de l'immigration. Je vous citais tout à l'heure ces opérations de désinformation qui ont été menées par l'INSEE et par l'INED. Vous n'avez pas, moi j'en ai parlé à l'époque dans mon bloc-notes, mais je n'ai pas à ma connaissance pas un confrère s'est ému. Mais repris, peu importe, mais se soit ému de cette falsification qui a été prouvée, et qui était prouvable dès le début si on écoutait des démographes indépendants comme Jacques Dupaquier ou Michel Tribala, ou les gens très calés, et qui eux-mêmes dénonçaient cette manipulation-là des chiffres, et avec un fondement idéologique. Le fondement idéologique était de donner tort, quoi qu'il arrive, au Front National, en disant que non seulement le pays n'était pas un pays d'immigration, mais que même l'immigration était au degré zéro de ce qu'elle avait pu être, etc. Et donc là, il y avait un véritable scandale qui n'a pas été dénoncé par les médias, premièrement. Deuxièmement, vous vous rendez compte que surtout ces descriptifs du phénomène de fracture identitaire qui est le socle du livre, de séparatisme, ce ne sont pas les médias qui l'ont décrit, jamais. Ce sont des rapports, alors j'en cite un certain nombre, il y en a eu 5 ou 6 qui les ont décrits très précisément. Vous avez notamment pour le plus connu, enfin le plus spectaculaire était le rapport Robin, qui avait été mené par des inspecteurs de l'éducation nationale dans un nombre limité, certes, mais quand même dans des lycées, et qui montrait à quel point la culture islamique avait pris possession des esprits, et en interdisant à ce que l'on enseigne la Shoah, à ce qu'on enseigne Voltaire, en obligeant à avoir des toilettes séparées, non pas pour les garçons et les filles, mais pour les musulmans et les non-musulmans, enfin des choses aberrantes, des jeunes musulmans qui refusaient de faire le signe plus parce que ça ressemblait à une croix. Enfin, bon, il y avait le livre de Villiers, de Philippe de Villiers, par exemple, qui a dénoncé les mosquées de Roissy, a été accablé par toute la presse parce qu'il s'était trompé dans l'origine d'un rapport qui prétendait être des renseignements généraux. Enfin bon, il y a eu un pinaillage, mais au bout du compte, c'était quand même bien à la presse elle-même de se préoccuper de ces mosquées illicites. Et il a d'ailleurs été vraiment conforté, puisqu'il a été conforté par les ministères. Fermé les mosquées. Il a été conforté par le ministère de l'Intérieur. Et donc vous avez un manque de curiosité qui est tout à fait étonnant, et qui a passé carrément sous silence cet autre rapport, par exemple, de Michel Tribala, dont je parlais à l'instant, qui a fait des études démographiques très poussées sur la Seine-Saint-Denis, et qui n'a jamais été démenti, qui démontre, chiffres à l'appui,
que l'on assiste en Seine-Saint-Denis à un processus de substitution de population, c'est-à-dire que la population autochtone, la population bretonne en l'occurrence, parce qu'ils étaient surtout des Bretons qui étaient là, a cédé place sous la pression à une population maintenant très majoritairement musulmane et qui commence à apporter et à exiger d'avoir ses propres règles. On peut très bien imaginer que dans 50 ans se dessine dans Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, là où se trouve la basilique, là où sont enterrés les rois de France, pourquoi ne pas imaginer un petit Kosovo? Alors je sais bien que vous dites ça aujourd'hui à vos confrères, ils haussent les épaules en vous traitant d'halluciner, mais c'est la réalité démographique, la réalité religieuse de ce département-là vous pousse naturellement à vous poser cette question-là. Je ne sais pas si ça viendra, mais si on refuse de regarder ces réalités, cela veut dire que l'on accepte que ce processus, ce début de processus, enfin ce processus d'ailleurs bien engagé, en l'occurrence sur la Seine-Saint-Denis, de séparatisme, de séparatisme ethnique, alors revendiqué, ne se généralise à d'autres communes. Il y en a dans le Nord, vous avez à Marseille. Il y a quand même 800 ou 1000 quartiers de non-droit en France. Il y a des 1000 quartiers de non-droit, bien sûr. C'est quand même pas négligeable. Et donc, effectivement, les médias, je suis bien d'accord avec vous, ont un rôle d'éveil, ont un rôle, même pas d'éveil. Le rôle d'éveil, ce serait presque aux hommes politiques de l'avoir, mais en tout cas, il y a un rôle descriptif. Ils ont à coller à la réalité, ils ne le font pas parce que il y a effectivement, je l'écris très souvent, un conformisme dans la profession, un suivisme qui commence à s'estomper un petit peu aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle davantage librement, me semble-t-il, qu'on ne parlait auparavant, et encore, vous savez, je remarque en ce qui me concerne que je commence à être un peu plus invité dans les radios et dans les télévisions depuis un an. Moi, je n'ai pas changé mon discours, mais on sent que ce discours-là, qui était celui du discours réaliste, de dire je décris simplement ce que je vois, est un discours qui commence à aujourd'hui être un petit peu accepté, alors qu'auparavant c'était un discours qualifié de réactionnaire, pour être gentil, sinon je vous épargne le reste. Donc on peut penser que les médias eux aussi vont commencer à se réveiller et à estimer qu'ils ont trop longtemps fermé les yeux. Bon, je l'espère. Cependant, vous citez dès le début de votre livre Bernanos, qui à l'époque disait que finalement ce n'est pas des élites qu'il fallait attendre la réaction, mais du peuple. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup, moi, effectivement, au rôle des médias comme entraîneur. Je pense que tout viendra des Français eux-mêmes. Ce sont eux qui sont attachés à leur nation, ce sont eux qui, lors du référendum sur la Constitution, ont rappelé au gouvernement qui l'avait oublié à quel point la nation, l'identité de la nation était quelque chose d'important pour eux. Bon, Sarkozy l'a remarquablement compris et très vite en réintégrant cette nation grâce à son porte-plume Henri Guénaud, en la mettant un petit peu à toutes les sauces. Mais bon, là ce ne sont que des mots, effectivement, on attend maintenant de voir les actes. Mais moi je fais effectivement confiance, je fais confiance en même temps en y voyant très bien quelle en est la limite. Je fais confiance au peuple en y voyant également que cette limite de ne pas tomber non plus dans un populisme agressif et xénophobe. Donc c'est pour ça que je dis que sur cette question-là, nous sommes sur une ligne de crête et qu'il faut en urgence, mais quand je parle d'urgence, c'est-à-dire je parle en année courte, mettre à plat ce problème, car nous sommes aujourd'hui au moment où tout se décide, tout peut basculer, et où tout peut basculer vers le pire si rien n'est fait en tout cas, à mon sens. Vous avez souvent évoqué dans vos articles du Figaro, qui je le rappelle à ceux de nos téléspectateurs qui ne les connaîtraient pas, il y en a peut-être un ou deux dans le lot, qui paraissent chaque vendredi, dans la page Idées et Opinions, vous avez évoqué souvent la révolution conservatrice française, cette fois-ci, non pas seulement américaine ou anglaise. Et dans votre livre, vous terminez vos pages par, c'est pas non un appel, mais un constat qui, d'après vous, semble indiquer qu'il y a en France, en cours, une révolution conservatrice dont Nicolas Sarkozy a su quand même exprimer une partie des aspirations. Reste à savoir s'il les réalisera, c'est un autre problème. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très important, parce que si c'est le cas, alors nous allons assister, dans les mois qui viennent, à des grands changements. Cette révolution conservatrice, elle saute aux yeux également, elle parcourt toute la société de droite à gauche. Hein. Souvenez-vous des discours de Ségolène Royal également, qui elle-même redécouvrait les vertus des drapeaux tricolores, etc., de la France, elle se prenait pour Jeanne d'Arc, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose également de palpable, de lisible.
C'est une évolution qui date, moi que j'ai noté il y a longtemps maintenant. J'avais noté ça, je crois, dans un de mes premiers bloc-notes en 2002 ou 2003, où on voyait déjà certains signes que le discours relativiste, multiculturaliste, immigrationniste qui est toujours le discours dominant, qui est tenu surtout par la gauche, était un discours qui ne répondait pas du tout aux préoccupations des gens, qui ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Et donc, on en vient aujourd'hui à un phénomène qui est apparu, qui est apparu il y a 20 ans aux États-Unis, sur des phénomènes presque de mode, si je puis dire, qui est apparu aux États-Unis avec le néoconservatisme qui avait été porté par Reagan à l'époque, et puis ensuite par Bush, c'est-à-dire un retour aux valeurs, un retour à la religion aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, ce qui est une des différences, mais en tout cas un retour aux valeurs, aux traditions, à la famille, et surtout un rejet de tout ce qui est relativisme et absence, grand mélangisme, et toutes ces choses. Donc en fait, si les choses se passent comme vous les voyez, nous devrions assister, dans les mois et les années qui viennent, à une recomposition politique également, car si j'ai bien compris votre thèse et si j'analyse bien les faits, c'est quand même à partir de la base que les hommes politiques, qui sont tout sauf insensibles à l'opinion, se déterminent. Donc on peut quand même espérer qu'on va les pousser dans le bon sens. La logique de ma démonstration irait dans votre sens, mais en même temps, la logique et puis l'histoire, c'est deux choses différentes. L'histoire est souvent faite par des minorités, et il suffirait que aujourd'hui les conditions d'une subversion existent. Je fais d'ailleurs un petit paragraphe pour expliquer à quel point nous correspondons exactement à un pays qui est prêt à se laisser subvertir, tel que l'on analyse les règles de la subversion qui avaient été édictées par un sociologue qui s'appelait Micheli. Et donc, oui, ça peut être le meilleur peut advenir. Enfin, pour moi, le meilleur, ce serait effectivement ça, mais le pire peut advenir aussi si nous persistons à ne pas vouloir consolider notre propre identité, et si nous laissons penser que nous avons à nous autoflageller, nous excuser de tout, et si nous ne voulons pas voir que cette nouvelle immigration n'est pas totalement semblable à l'immigration d'hier, et que dans cette immigration, il y a est vecteur et porteur d'une idéologie politique qui ne veut pas que du bien, en tout cas. Alors il me reste, évidemment, après vous avoir, cher Yvan, remercié, bien entendu, de votre participation, à rappeler votre livre, La fracture identitaire, aux éditions Fayard, un livre vraiment passionnant et qu'il faut lire si l'on veut participer au débat, au moins entre soi, sinon à la télévision ou à la radio, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, sauf sur notre télévision, bien entendu. Et à vous dire, madame, mademoiselle, monsieur, d'abord, merci de nous avoir suivis. Gardez courage, tout peut arriver. Le pire, bien sûr, mais le meilleur peut-être. Et en attendant, à bientôt, et vive la France.